Bonjour à toutes et à tous, ici présents et ceux qui sont connectés sur Teams à distance. Je vous souhaite la bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange et de collaboration de la Banque des Territoires. Je suis Anne-Sophie Incelin, je suis responsable de ce dispositif et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec le Secrétariat général pour l'investissement, le ministère de la Culture et les équipes de la Banque des Territoires pour cet événement de lancement de l'appel à projet « Soutenir les alternatives vertes 2 ». Vous êtes plus de 250 à vous être inscrits à cet événement. C'est un franc succès qui démontre tout votre intérêt et vos attentes, vous, professionnels de la culture et des territoires, pour la transformation écologique des industries culturelles et créatives. Je voulais, en guise d'introduction, revenir rapidement sur le Hub des Territoires. Comme vous l'avez entendu dans la vidéo, il s'agit d'un dispositif mis en place par la Banque des Territoires pour permettre à ses partenaires, ses clients et l'ensemble de l'écosystème des acteurs territoriaux, qu'ils soient publics ou privés, de se rassembler, de partager leur retour d'expérience et trouver ensemble des solutions pour accompagner les transitions des territoires et anticiper les défis de demain. Pour ce faire, nous avons notamment une programmation événementielle qui va au rythme de l'activité de la Banque des Territoires et de ses champs d'intervention. Depuis 2 ans maintenant, nous avons organisé plus de 170 événements réunissant près de 10 000 participants. Pour ne rien manquer de notre actualité, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez le lien sur la page internet du Hub ainsi que dans le chat pour ceux qui sont connectés à distance. Pour information, d'ici une semaine, vous retrouverez le replay de ce jour sur la page de tous nos replays, sur les pages du Hub des Territoires sur le site de la Banque des Territoires. Je poursuis ma petite minute de publicité pour vous dire que le Hub des Territoires organise le 29 juin à 18 h un événement pour fêter ses 2 ans. On aura une conférence débat sur les impacts de la transformation écologique et énergétique sur le vivre ensemble. On accueillera François Gemène, membre du GIEC, et un panel d'élus. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur notre page agenda. Voilà, je pense que vous attendez tous d'en savoir un peu plus sur cet appel à projet. Je laisse la main à Noémie Joly, chargée de l'appel à projet à la Banque des Territoires. Merci Anne-Sophie, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette présentation de l'appel à projet Alternative Verte, 2e édition. J'ai le plaisir aussi de vous présenter donc nos différents intervenants qui vont vous parler de cet appel à projet, et à commencer par, à ma gauche, Fabrice Casadebé, qui est donc coordinateur national de la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives. Fabrice est au ce qu'on appelle le SGPI, le Secrétariat général pour l'investissement, qui relève des services de la Première ministre et donc qui orchestre ce plan France 2030 pour la culture. À ses côtés, Patrick Commois, qui, avec également Sébastien Thévenet, évoqueront donc la transition écologique dans la politique culturelle du ministère de la Culture. Patrick Commois est haut fonctionnaire au développement durable et à la transition écologique au ministère. Il parlera de la feuille de route donc de transition écologique du ministère. Maud Franca, qui est directrice adjointe de la DMIA. La DMIA, c'est à la Banque des Territoires, Caisse des dépôts, c'est la direction de l'investissement, mandat et investissement d'avenir. Et Maud Franca vous parlera donc de l'intervention de la Banque des Territoires, qui est l'opérateur de cet appel à projet, et de l'intervention de la Banque des Territoires dans la culture et la transition écologique. Et Sébastien Thévenet, qui, pour le ministère de la Culture, est délégué aux entreprises culturelles et qui vous présentera les enjeux et la stratégie de cet appel à projet. Et moi-même, donc Noémie Joly, je suis chargée de cet appel à projet Alternative Verte 2 pour donc l'opérateur qui est la Banque des Territoires. Donc tout de suite, je passe la parole à Fabrice Casadebé. Merci Noémie et merci Anne-Sophie également pour l'accueil au Hub des Territoires. Nous avons introduit le semestre ici avec le lancement de la mesure sur les pôles territoriaux des industries culturelles et créatives. Et on est très heureux de conclure d'une certaine manière ce semestre avec le lancement de cette nouvelle mesure sur les alternatives vertes. Peut-être un point sur la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives et l'ensemble du plan France 2030 avant ensuite de rentrer un peu plus dans le détail sur la partie liée au développement durable, à la fois dans la stratégie ministérielle et dans le plan culture de France 2030 lui-même.
On a, sur les 54 milliards du plan France 2030, 1 milliard d'euros qui est dédié à la culture. C'est totalement inédit et donc ça mérite d'être rappelé. On peut revenir, oui, sur la précédente slide pour rappeler ce qu'on entend, nous, par le terme industrie culturelle et créative, parce qu'il faut s'entendre sur les mots qu'on emploie. Et pour nous, ça rassemble en fait l'ensemble du champ de compétences du ministère de la Culture. Donc c'est tous les champs de la culture qui sont résumés dans ce terme industrie culturelle et créative. Et c'est évidemment pour nous à la fois essentiel et stratégique. C'est essentiel dans nos vies personnelles. La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a une formule que j'aime beaucoup qui dit que la culture, c'est ce qui donne du sens et du goût à la vie. Je crois qu'on est tous convaincus de ça autour de cette table. C'est donc essentiel dans les vies personnelles de chacun. C'est aussi stratégique à la fois pour la vie collective, avec le rôle de cohésion sociale de la culture, mais aussi pour notre vie collective et notre économie. Il y a une forte contribution à la richesse nationale de la culture, il y a une forte contribution à la croissance et à l'emploi, et ça nous semble important de le souligner, de le marteler et de le rappeler. Quand on dit ICC, c'est en fait 14 secteurs qu'il faut que l'on cite pour qu'on les ait bien tous en tête. Ça va de la musique à la presse, en passant par le spectacle vivant, les musées, le patrimoine, l'architecture, le design, les métiers d'art, la création de mode, les arts visuels, le cinéma, l'audiovisuel, le jeu vidéo et l'édition. Donc c'est très vaste. C'est un poids important dans l'économie, c'est 92 milliards de chiffre d'affaires chaque année, c'est 2,3% de produit intérieur brut, c'est-à-dire autant que l'industrie agroalimentaire et 2 fois l'industrie automobile. Ce n'est pas forcément très clair dans l'esprit de nos concitoyens, mais donc c'est important économiquement. C'est aussi important pour la croissance, c'est grosso modo chaque année 7% de croissance lent, ces industries culturelles et créatives. C'est aussi important pour l'emploi. Les 150 000 entreprises qui forment le secteur emploient directement 640 000 personnes, de manière plus indirecte 1,3 million de personnes, et on voit une des caractéristiques principales de cette activité, de cette branche de l'économie, qui est qu'on a beaucoup d'acteurs de petite taille, puisque si vous faites le ratio, 150 000 entreprises, 640 000 emplois directs, vous avez en gros un peu plus de 4 employés par structure. Donc c'est évidemment une des caractéristiques principales de notre secteur. Et ce qui le rassemble, c'est évidemment l'excellence du geste créateur, et c'est aussi un élément important de rayonnement pour la France. C'est un secteur d'excellence qu'on souhaite affirmer comme tel et accompagner dans ces transitions. Pour ce faire, le plan France 2030 est mobilisé, et le plan France 2030, quelques mots globaux plutôt, c'est 54 milliards d'euros qui sont destinés à préparer notre pays aux défis qu'il doit relever dans les prochaines années, en combinant des crédits qui sont issus du 4e programme des investissements d'avenir, le PIA 4, et des nouveaux crédits qui ont été ajoutés en octobre 2021 par une présentation du président de la République, donc un total de 54 milliards d'euros, une partie qui vise à mettre à niveau l'enseignement supérieur et la culture aux meilleurs standards internationaux, c'est la partie transversale de ce plan, et une partie qui est plus orientée vers les secteurs stratégiques de l'économie. Il y en a une dizaine qui ont été identifiés dans ce plan, ça va des fonds marins à la conquête spatiale, de la batterie du futur à l'avion décarboné, de la santé numérique à l'alimentation durable, et parmi ces plans, parmi ces secteurs stratégiques, la culture a été identifiée comme particulièrement décisive, avec cette idée de rayonnement international qu'on cherche aussi à accompagner. Et donc sur ces 54 milliards, 1 milliard d'euros sont consacrés à l'innovation dans la culture, 400 millions d'euros via une stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives, et 600 millions d'euros sur le volet culture de France 2030. Si on avance dans notre zoom sur la vision qui a présidé à cette stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives, ça vient d'abord d'une intuition du président de la République qui est exprimée au printemps 2019, de dire qu'il y a, parmi les 14 secteurs que j'évoquais tout à l'heure, beaucoup de fonctionnement en silo, assez peu de partage d'expérience, assez peu de conscience même de participer d'un secteur unique, ou en tout cas très proche de l'économie. On emploie toujours ce pluriel pour signaler la diversité de ces industries, mais c'est aussi une unité. Et donc, l'idée était de rassembler l'ensemble des acteurs de ces filières pour les aider à prendre conscience des défis qu'ils devaient relever et faire en sorte que l'État puisse avoir les bonnes réponses aux défis identifiés. Il y a eu une phase de concertation très approfondie qui a duré 18 mois,
qui a été piloté par le ministère de la Culture, qui a été présidé à la fois par Bruno Patino, aujourd'hui président d'Arte, et Catherine Pégard, présidente de Versailles, qui ont accompagné les états généraux des industries culturelles et créatives, qui ont permis de faire remonter 700 retours terrain, à la fois des représentants institutionnels des secteurs et aussi des volontaires, des entreprises, des institutions, des artistes, qui ont contribué à ce diagnostic sur les enjeux que nous devions relever. Et c'est ensuite une démarche interministérielle, les stratégies d'accélération, qui est pilotée sous l'égide directement de la Première ministre par un de ses services qui s'appelle donc le Secrétariat général pour l'investissement, auquel j'appartiens. Et évidemment, s'agissant de la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives, c'est le ministère de la Culture qui est chef de file en interministériel de cette démarche, qui impulse les travaux, qui apporte beaucoup de valeur ajoutée intellectuelle à l'ensemble de la démarche. Au sein du ministère, c'est plus particulièrement la Direction générale des médias et des industries culturelles qui travaille sur les questions de la stratégie d'accélération. Sébastien en est le représentant, il évoquera tout à l'heure plus dans le détail. Et puis peut-être une précision, parce que c'est un peu complexe, la procédure de France 2030. Ce sont des crédits publics, donc ce sont des crédits de l'État, qui sont ensuite diffusés via le concours d'opérateurs qui nous aident dans une démarche collective à déployer l'ensemble des actions du plan. Évidemment, la Banque des Territoires en est un des opérateurs majeurs. On travaille aussi avec BPI-France sur un certain nombre de dispositifs de la stratégie, puis aussi des opérateurs complémentaires comme l'Institut français ou Business France lorsqu'on travaille sur l'export, ou l'IFSIC, l'Institut du financement du cinéma et des industries culturelles, lorsqu'on travaille sur les questions de financement. L'idée pour nous, on évoquait une démarche interministérielle, c'est d'avoir une forme d'équipe de France de l'accompagnement et du financement des industries culturelles et créatives pour accompagner les transformations du secteur, à la fois la transformation numérique et évidemment la transformation écologique. 4 éléments principaux de diagnostic sont remontés des états généraux des industries culturelles et créatives que j'évoquais. 4 défis que nous devions relever au cours des prochaines années. D'abord, c'est celui de l'accès au financement. J'évoquais la petite taille des structures. C'est compliqué pour obtenir des financements bancaires, pour obtenir des financements en fonds propres, pour obtenir des prêts ou autres. Et c'est une des solutions, une des actions importantes que nous devrons lancer et que nous avons déployées dans le cadre de la stratégie. Dans les constats aussi des défis qui doivent être relevés par le secteur, une forte concurrence accrue, en particulier des plateformes transnationales sur la diffusion des œuvres, avec des conceptions qui ne sont pas forcément des conceptions européennes ou françaises, notamment relativement aux droits d'auteur ou à d'autres éléments qui sont constitutifs de notre identité. Et puis aussi une transformation des modes de création via le numérique et un bouleversement des modes de production et de diffusion. Et ce sont ces défis que nous avons essayé d'adresser, pour employer un mauvais anglicisme, dans le cadre de cette stratégie qui est une stratégie en 5 axes et qui se déploie en 5 ans, de 2021 à 2025, dotée donc de 400 millions d'euros. Un premier axe qui vise à renforcer la solidité et la compétitivité des entreprises. Donc on va trouver dans ce dispositif des mesures, en particulier avec BPI France sur les concours d'innovation, le concours Innov. On va trouver aussi là les outils qu'on déploie avec l'IFSIC pour accompagner le financement des PME culturelles avec le fonds de prêt à l'innovation des entreprises culturelles. On a un deuxième axe sur l'accompagnement de la transition numérique de la culture. On a lancé plusieurs dispositifs l'année dernière, expérience augmentée du spectacle vivant, numérisation du patrimoine et de l'architecture, billetterie. D'autres mesures sur le champ numérique seront annoncées dans les prochains temps. L'idée est d'utiliser l'ensemble des nouvelles technologies, les outils de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, pour faire en sorte de renforcer la démocratisation, l'accès aux œuvres, l'accessibilité des propositions culturelles, renouveler les publics, s'adresser à un public aussi plus jeune que celui qui est parfois celui des institutions traditionnelles que l'on connaît. Un troisième axe ensuite sur la projection à l'international. J'ai évoqué le caractère d'excellence de notre secteur. Il y a toute une dimension importante à l'international. On a développé avec l'Institut français et Business France des outils ICC Immersion pour aller sur les marchés de Corée du Sud, du Canada, du Royaume-Uni, d'Israël. Une nouvelle destination vient d'ouvrir sur Taïwan, pour laquelle vous pouvez
pouvez aujourd'hui candidater. Il y a aussi un programme développé avec BPI France qui s'appelle Culture Export pour, cette fois-ci, attaquer le marché américain dans le champ des industries culturelles et créatives et qui aura évidemment d'autres déclinaisons dans les prochaines années. Et puis, 4e et 5e axe de la stratégie, l'idée de la transformation territoriale, comment l'innovation culturelle, le développement culturel peut contribuer au développement des territoires. Donc c'est quelque chose qui est sensible ici au Hub des territoires justement. Et last but not least, le 5e axe sur la transformation écologique, la transition écologique du secteur, l'accompagnement des enjeux du développement durable, qui sont un des éléments centraux de la stratégie que la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a souhaité renforcer en plus par rapport à la copie initiale. Et Patrick et Sébastien diront la manière dont nous sommes passés de Alternative Verte 1 à Alternative Verte 2. Donc, au total, nous avons 18 mesures, 35 dispositifs et une démarche ouverte qui repose à chaque fois sur des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt. Ce sont des jurys composés de personnalités qualifiées indépendantes qui se penchent sur les dossiers, qui font ensuite une proposition au gouvernement. Et c'est à la fin la Première ministre qui décide de soutenir les projets qui sont lauréats. Et donc voilà, c'est cette démarche d'ensemble qui est complétée par le volet culture de France 2030, au sein duquel nous avons pu lancer le programme Grande Fabrique de l'Image, dont la ministre de la Culture a annoncé les résultats au Festival de Cannes il y a quelques semaines, avec 68 lauréats sur l'ensemble du territoire. Et puis aussi des mesures sur l'immersif culturel qui devraient être annoncées dans les toutes prochaines heures maintenant, mais nous en saurons plus très bientôt. Quelques principes qui gouvernent l'intervention de France 2030 et qui guide un peu l'analyse des jurys au moment de sélectionner les meilleurs dossiers. On intervient toujours en cofinancement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas évidemment demander 100% du financement du projet au guichet France 2030. C'est une manière pour nous de nous assurer que le projet a su convaincre des partenaires qui sont suffisamment convaincus pour apporter des éléments financiers. Alors quand on dit éléments financiers, ce n'est pas forcément de l'apport en numéraire, hein, ça peut être aussi de l'apport en industrie ou en ressources humaines, des partenariats, mais il y a besoin d'un cofinancement dans les projets pour nous montrer que vous avez su d'abord convaincre des partenaires directs. On intervient ensuite pour soutenir des projets innovants, donc on n'a pas une vision fétichiste, techniciste de l'innovation, hein. C'est pas seulement l'innovation technologique, ça peut être aussi l'innovation de modèle économique, de gouvernance, d'usage, mais ce critère d'innovation est déterminant, donc c'est quelque chose qui va nous permettre de financer les projets dans le cadre de France 2030. On intervient en amorçage, c'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à se substituer au guichet classique du fonctionnement des institutions culturelles qui peuvent être gérées par le ministère lui-même et qui peuvent avoir des subventions annuelles. Ce n'est pas du tout la logique de France 2030. On intervient en amorçage des projets dans les premières années. Il faut que le modèle économique qui est présenté dans le dossier conçoive déjà la suite et donc présente les comoteurs de fusée qui s'allumeront une fois que le financement de la première phase avec France 2030 aura cessé d'être présent. On accompagne des démarches d'innovation, d'investissement, d'une forme de démarche entrepreneuriale ou de défi. On n'est pas dans l'accompagnement du fonctionnement classique des institutions. Donc ça, c'est important à savoir. Ce sont des projets spécifiques qui sont à côté en fait du fonctionnement classique de l'institution, même s'ils peuvent évidemment réinterroger le cœur même de la mission de l'institution. Et puis on assume une politique sélective. On est à la recherche de projets ambitieux qui sont structurants pour les filières et on a un taux de sélectivité qui est quand même assez drastique, hein, puisqu'il est globalement autour de 30%, donc ça veut dire que ce sont vraiment les meilleurs projets qui sont soutenus, mais chacun a sa chance, hein, puisqu'on soutient des projets assez largement sur le territoire. L'ensemble des éléments sont rassemblés sur une page du ministère de la Culture que je vous invite à consulter, culture.gouv.fr/stratégie-ICC, sans accent pour que ça puisse fonctionner. Quelques éléments de synthèse sur la première année et demie de mise en œuvre de ces dispositifs. En un an et demi, on a pu déjà lancer 25 dispositifs sur l'ensemble de ceux que je vous avais indiqués dans la cartographie. Nous avons reçu 1000 candidatures, plus de 1000 candidatures sur l'ensemble des dispositifs. Nous avons
avons déjà désigné plus de 300 lauréats qui sont répartis dans 15 régions, dont 3 en Outre-mer. Et il y a déjà sur le milliard d'euros que j'évoquais, 620 millions de crédits qui sont d'ores et déjà activés. Puis les acteurs ont été rassemblés par la ministre de la Culture et Bruno Bonnell il n'y a pas très longtemps, tout près d'ici, puisque c'était à l'Opéra Bastille. Et d'ailleurs, un certain nombre de lauréats d'Alternative Verte 1 ont pu témoigner à ce moment-là, mais Sébastien nous en dira un mot dans quelques instants. J'espère ne pas avoir été trop long, mais c'était pour vous donner le panorama d'ensemble. Et on va continuer d'avancer dans notre présentation en entonnoir. Et je passe la parole à Patrick Commois, haut fonctionnaire au développement durable au ministère de la Culture, pour nous préciser la stratégie environnementale et écologique du ministère. Merci Fabrice. Bonjour à toutes et tous. Donc, en direct de l'autre côté de l'entonnoir, en réfléchissant à sa stratégie alternative verte, enfin à ce que pouvait être Alternative Verte 2, il s'agissait de croiser tous les principes, la logique, l'analyse qui avait présidé à la conception du programme que tu as présenté dans sa généralité pour l'ensemble des industries culturelles et créatives, avec les attendus, les besoins qu'identifie le gouvernement, et singulièrement le ministère de la Culture, en matière de transition écologique. Donc on a vraiment essayé de croiser à la fois une logique de soutien à l'innovation dans un contexte assez particulier, avec un outil dédié à cela, avec une stratégie écologique, et vous le savez, une planification écologique qui se sont renforcées depuis l'année dernière. On était bien sûr aussi dans la continuité d'Alternative Verte 1, on pourra en dire un mot, mais on a essayé de s'inspirer de ce qui était sorti d'Alternative Verte 1, des projets qui avaient été retenus, et bien sûr d'élargir, d'enrichir, et puis de compléter. Le temps avance, les enjeux des crises écologiques évoluent, s'aggravent à certains égards, et donc il a fallu aussi adapter l'outil au regard du défi. Peut-être pour résumer ce qu'est la stratégie de l'État en matière de transition écologique, s'il y a une expression et puis un cadre à retenir, c'est ce qui s'appelle France Nation Verte, qui englobe l'ensemble des stratégies. Dans France Nation Verte, vous allez retrouver la stratégie nationale bas carbone, la stratégie nationale de biodiversité, l'ensemble, la stratégie en matière d'économie circulaire. Il y en a comme ça plusieurs. Il y en a en matière de vélo. Il y en a vraiment sur l'ensemble des sujets que vous pouvez imaginer de transition écologique. Vous retrouvez ces enjeux dans France Nation Verte. L'idée, c'est que si la France veut tenir ses engagements internationaux et relever les grands défis écologiques, elle doit faire face aux crises, au fait que nous nous heurtons aux limites planétaires, à plusieurs des limites planétaires, pas seulement à la limite carbone. Et donc, France Nation Verte englobe ces engagements publics et puis les outils qui doivent permettre d'y faire face. Pour la stratégie pour le ministère, quand on essaie de la présenter, on est toujours sur ces 3 piliers qui sont sur la slide précédente, qui sont effectivement la décarbonation, et notamment la sobriété énergétique, mais la décarbonation, ce n'est pas que pour consommer moins d'énergie, c'est aussi, ça va au-delà. Les enjeux de relation avec le vivant, de restauration du vivant, de la biodiversité, de renaturation, et puis les enjeux de sobriété en ressources, j'ai mentionné l'économie circulaire, les sujets d'eau qui deviennent, on le voit, beaucoup plus pressants. Et il y a aussi une stratégie nationale sur l'eau maintenant. Et donc, l'ensemble de ces 3 piliers se retrouvent dans France Nation Verte et se retrouvent dans la feuille de route du ministère. Alors, on a travaillé autour de cette feuille de route à la demande de la ministre Rima Abdul-Malak, qui en a présenté les 5 priorités que je vais essayer de vous détailler un petit peu maintenant, à l'automne dernier, en septembre dernier, lors d'un événement qui s'appelle le Think Culture. Le lien est dans les slides, et donc vous pouvez retrouver ce discours où la ministre exprime comment on a fait le raisonnement et où on souhaite aller. Elle a défini 5 grands axes, 5 grandes priorités. Avant de rentrer dedans, peut-être souligner le fait que pour nous, ces priorités ne sont pas, disons, par filière, par secteur, les priorités qui ne seraient celles, par exemple, que des musées ou que du théâtre, etc. Non, on a essayé de faire le raisonnement à chaque fois qu'on pouvait, c'est pas possible toujours, mais à chaque fois qu'on pouvait, on a essayé de se dire quels sont les enjeux qui sont transversaux au secteur de la culture. Fabrice a insisté là-dessus, il y a des logiques qui sont vraiment transverses, communs, et c'est important, du coup, que les outils eux-mêmes, les outils, l'action publique et l'action des acteurs culturels soient cohérents, que ce qui se fait de bien à tel endroit réverbère, fasse tache d'huile à un autre endroit du monde culturel.
Alors, la première de ces priorités qu'a présentée la ministre, on l'a intitulée « Créer autrement ». C'est l'idée de dire que les modèles à la fois culturels et donc économiques du monde des structures culturelles, des événements culturels aussi, par exemple les festivals, doivent évoluer au regard des crises écologiques. On ne peut pas rester dans la dépendance aux énergies fossiles, on ne peut pas rester dans des modèles qui sont très consommateurs de ressources et avec parfois des impacts importants sur la biodiversité. Et donc il faut bouger, il faut adapter, faire évoluer ces modèles. Il y a plusieurs manières de faire. On peut concevoir les œuvres, les biens culturels, les événements culturels, le fonctionnement des lieux autrement, de manière plus sobre. Et puis on peut réfléchir à la manière dont on circule la production culturelle sur le pays, la manière dont se fait la diffusion sur le territoire. Aujourd'hui, on a une diffusion qui est très tournée, et c'est bien ainsi, vers l'accès à la culture, la participation à la culture. Mais plus on renouvelle l'offre fréquemment, on parle parfois de festivals permanents, même pour des lieux culturels fixes, plus les impacts écologiques sont importants. Donc il faut adapter ces modèles, il faut changer. Ce n'est pas une mince affaire ayant posé cela. On sait que cette transition, qui est une transition écologique, est aussi une transition fondamentale des politiques culturelles et de l'action culturelle. La deuxième priorité dans laquelle on se situe, c'est la sobriété numérique. D'abord parce que la culture est le premier fournisseur de contenu culturel en ligne. Sur les tubes, de manière audio, sur tous les supports qu'on peut imaginer. C'est la culture que les gens viennent regarder, consommer, si je peux dire consommer. Et donc, il faut à la fois il faut prendre conscience des impacts que cela consommer. La consommation de numérique a des impacts, d'abord au niveau des devices, des supports, des tablettes, des écrans, et puis bien sûr sur les flux, sur l'énergie qui est consommée. Donc, il faut adapter, il faut imaginer des manières plus sobres de produire et de diffuser ce qui est culturel. Et puis les structures culturelles, bien sûr, comme n'importe quelle structure, utilisent le numérique. Et donc il faut trouver des outils, des modes de fonctionnement plus économes, qui ont recours à moins de ressources, qui renouvellent moins souvent l'équipement, etc. La troisième priorité dans laquelle on se situe, on l'a appelée « Inventer l'architecture, les territoires et les paysages de demain ». Mais l'architecture, c'est pas que l'architecture, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est à la fois pas que l'architecture fermée sur elle-même. La formation des architectes, vous le savez, dépend du ministère de la Culture. Mais on a cet enjeu, bien sûr, d'intégrer dans la formation des architectes des enjeux de transition écologique. Mais ce faisant, on le fait pas juste pour le monde de la culture, on le fait pour la France entière, puisque les architectes ne travaillent pas que dans le monde culturel. Et puis, inversement, quand on parle des territoires, des paysages, on a souvent bien sûr les images de la culture, des sites patrimoniaux, des lieux culturels patrimoniaux, inscrits, classés, les monuments. Alors bien sûr, ce sont des enjeux importants. On doit concilier la protection de ces patrimoines avec les transitions écologiques, mais au-delà, c'est l'ensemble des lieux, par exemple les salles de spectacle, les salles de cinéma, les espaces qui reçoivent des festivals, qui peuvent être en pleine nature, qui doivent s'adapter, qui doivent prendre conscience de leurs impacts, et qui doivent, là encore, aller vers plus de sobriété et réparer le vivant. La quatrième priorité dans laquelle on se situe, on l'a appelée « Conserver et préserver pour demain ». Alors là, c'est vraiment un sujet patrimonial. C'est ce qui se passe dans les musées, dans les sites patrimoniaux, avec l'idée qu'il faut utiliser des techniques, des méthodes moins consommatrices de ressources, avec parfois moins polluantes, puisque vous savez, on peut utiliser des produits qui eux-mêmes ont des effets, enfin, sont polluants. On peut citer ne serait-ce que les toits en plomb qui sont sur un certain nombre de monuments. Voilà. Alors donc, il faut réfléchir comment minimiser les impacts, peut-être parfois trouver des alternatives quand on peut. Et puis, autre enjeu majeur, c'est que l'ensemble des sites patrimoniaux et des œuvres sont exposés aux conséquences du changement climatique. Donc là, on est dans une logique plutôt d'adaptation. Le recul du trait de côte, la contraction des sols argileux, les extrêmes climatiques, les intempéries, tout cela va frapper chacun d'entre nous et aussi les sites culturels. Et donc il faut travailler, se donner les outils qui permettent d'anticiper et d'adapter et de minimiser les impacts du changement. La dernière priorité qu'a présentée la ministre, on l'a appelée « Repenser les mobilités pour une culture toujours accessible ». Là, on parle des mobilités des publics. Dans le bilan carbone des structures culturelles et des événements culturels, la mobilité des publics est
souvent, pas toujours, mais très fréquemment, la première cause d'émissions de gaz à effet de serre, parfois de très loin. Et donc, on a un enjeu majeur à ce que les structures culturelles soient moins dépendantes dans leur propre modèle aux énergies fossiles. Puisque si les énergies fossiles sont plus chères, les publics peuvent moins venir, l'économie des structures culturelles est fragilisée. Et puis bien sûr, derrière, il y a des conséquences environnementales, climatiques majeures. Et donc, il faut qu'on favorise les mobilités douces par l'information, par une offre meilleure de mobilité, et puis peut-être aussi dans l'autre sens, en réfléchissant à la manière dont la culture elle-même peut venir vers le public plutôt que de faire venir les publics à la culture, ce qui a peut-être été la logique à certains moments. Peut-être d'un mot quand même conclure. Moi, je suis très attaché. C'était une logique à deux choses. On a dans la feuille de route, on était sur deux aspects majeurs qu'a évoqué déjà Fabrice, mais je vais les redire parce que c'est important. La première, c'est cette transversalité. Donc, le fait que l'approche de Alternatives Vertes, notamment, soit sur l'ensemble des champs du monde culturel, de toutes les filières culturelles, est très important. Vous avez vu qu'on a essayé de faire notre raisonnement de manière aussi transversale que possible. Et vraiment, quand on fait de la transition écologique, on s'aperçoit que des avancées qui se font à certains endroits, à certains points, peuvent être très inspirants et permettre des courts-circuits positifs pour aller plus vite dans d'autres filières, dans d'autres structures culturelles, dans d'autres disciplines. L'autre point, c'est que quand on a conçu cette feuille de route, et la ministre a beaucoup insisté là-dessus, on a vraiment insisté sur un triptyque qui est fondamental dans les transitions écologiques, c'est mesurer, former et financer. Mesurer, parce qu'on ne pourra pas faire la transition écologique si on ne sait pas où on se situe. Je pense que maintenant, beaucoup d'entre nous on connaisse le bilan carbone, les approches en bilan carbone. Il faut mesurer les impacts carbone, au-delà du simple bilan carbone, mais pas que. Il faut aussi mesurer la consommation de ressources. Il faut essayer aussi de mesurer les impacts sur la biodiversité, mais c'est plus compliqué parce que c'est plus diffus, plus divers. Mesurer, former. Je pense que c'est au cœur d'Alternatives Vertes, on aura l'occasion d'en dire un mot, mais c'est fondamental en transition écologique. Les métiers vont changer. Il ne va pas juste y avoir des métiers dédiés à la transition écologique, c'est tous les métiers vont devoir incorporer de la transition écologique, et c'est très vrai dans la culture. Et puis financer, j'ai parlé de l'évolution des modèles, et donc il faut créer les conditions dans lesquelles les modèles des structures culturelles, des événements culturels s'adaptent, bougent, pour faire face au changement climatique, pour faire face aux autres crises écologiques. Et donc, bien sûr, c'est la responsabilité de l'État, et on est un peu là pour ça aujourd'hui, d'accompagner ces changements et d'accompagner aussi le raisonnement qui permet ce changement. Et donc, je passe la parole à Sébastien, qui va continuer. Merci beaucoup, Patrick. Donc, cette stratégie dédiée à la transition écologique du ministère de la Culture, elle s'incarne dans France 2030, elle s'incarne plus largement dans notre stratégie de structuration de la filière des industries culturelles et créatives. Comme le rappelait Fabrice, tout ça a été lancé en 2020 via des états généraux des industries culturelles et créatives. On a fait plusieurs constats à ce moment-là. Le fait que les enjeux étaient multiples, des enjeux liés à la production de biens à durée de vie courte ou alors de biens de consommation. Des enjeux qui sont aussi logistiques, que vient de rappeler Patrick, et enfin des enjeux technologiques liés aux infrastructures numériques. Pour ce faire, on essaye donc d'amener les secteurs des industries culturelles et créatives à se croiser, on les mobilise ensemble pour essayer de développer des projets qui se veulent le plus transversaux et structurants possible. L'objectif de tout ce volet transition écologique de notre stratégie Culture France 2030, c'est de passer de l'exemplarité de pratiques ponctuelles. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui développent d'ores et déjà des projets, mais ça reste des pratiques ponctuelles, et d'en faire la norme des activités culturelles. On avait identifié aussi à ce moment-là que dans tous les secteurs des industries culturelles et créatives, on trouvait des projets qui émergeaient, on trouvait des innovations qui s'incarnaient, des marges de progression, que ce soit dans la production cinéma audiovisuel, que ce soit dans le secteur du livre, avec l'impression à la demande, le système de collecte innovante de livres usagés, ça peut être également dans l'architecture et le patrimoine, via les processus de conception architecturaux qui permettent d'amplifier les performances environnementales d'une construction, également dans le domaine de la muséographie, des expositions avec des expérimentations de modèles durables concernant les biens de scénographie, dans la mode évidemment, ou encore dans la musique avec la création d'un modèle de spectacle vivant vert ou de filière de recyclage adapté à ce secteur.
Et donc, pour valoriser ces projets, en 2021-2022, nous lançons Alternative Verte 1. C'était une bouteille jetée à la mer, et là, on regarde qu'est-ce qui nous arrive. On a plus de 75 projets qui nous sont déposés, et un grand nombre sont d'une très grande qualité. C'est pour ça qu'on a un taux de sélectivité qui est peut-être un peu moins important que sur d'autres dispositifs. On a 35 lauréats in fine. Ces 35 lauréats nous ont permis d'attribuer 9,3 millions d'euros, pour un budget total des projets déposés de 27 millions d'euros. Donc on a presque un effet de levier de x3 par rapport au soutien public dégagé dans le cadre de cette Alternative Verte 1. Ça nous donne donc envie d'aller un peu plus loin et donc on essaye à ce moment-là de s'appuyer sur quelques cas concrets, quelques beaux projets qu'on a identifiés. On va vous en donner quelques exemples pour que vous voyez comment tout ça s'est incarné concrètement dans la façon dont les acteurs culturels se sont emparés de ce dispositif. Par exemple, le projet de Carnot Computing, qui a développé une activité dans le domaine des data centers géodistribués et bas carbone. Leur objectif, c'est de réduire, c'est de décarboner les activités de la partie informatique et cloud sur la filière production, cinéma, audiovisuel, jeux vidéo, numérique. Un autre projet développé par l'Opéra de Lyon sur les biens scénographiques. Opéra de Lyon en partenariat avec le Festival d'Aix-en-Provence, l'Opéra de Paris, le Théâtre du Châtelet et le Théâtre Royal de la Monnaie. Cette fois-ci, un projet qui visait à déterminer des socles communs d'éléments de scénographie standard afin d'en améliorer la réutilisation. Ça permet également d'optimiser le temps de montage et de démontage, le volume de stockage et le coût financier des décors. Donc, un nouveau type d'innovation cette fois-ci. On n'est pas exactement sur l'innovation technologique, mais plutôt en mode d'organisation de cette activité de biens scénographiques. Et enfin, troisième exemple qu'on voulait mettre en avant, le projet porté par la Fedelima et par le SMA. Cette fois-ci, c'est plus une innovation d'organisation, une innovation méthodologique, où en fait, ce sont deux organisations qui ont réalisé des bilans carbone auprès d'un échantillon de structures représentatives du spectacle vivant. Sur cette base, elles ont pu définir une typologie d'acteurs et à chaque type d'acteur s'applique une stratégie de réduction d'empreinte environnementale adaptée aux caractéristiques de l'acteur culturel concerné. Donc tout ça pour vous montrer que, on va sur toutes les régions. On était sur différentes régions ici présents. On va sur tout type d'innovation et sur tous les secteurs culturels. Encore une fois, on vous l'a dit, ce ne sont pas que les industries culturelles au sens classique, mais vraiment les industries culturelles et créatives qui sont concernées. Et donc tout le secteur, toute la filière couverte par le ministère de la Culture est bien concernée. Sur cette base, nous décidons d'aller plus loin avec Alternative Verte 2, où on a cette fois-ci un budget de 25 millions d'euros qui est dédié à ce dispositif, qui va, et la Caisse des dépôts vous le présentera plus en détail, mais s'étendre sur 3 ans avec 3 vagues de candidatures. Et nous souhaitons aussi étendre le type des objets cibles, puisque l'idée c'est de lever tous les verrous qu'on a identifiés à ce moment-là pour accentuer la transition écologique de la filière des industries culturelles et créatives. Donc en amont, c'est cette opération qu'a décrit Patrick comme moi, où il s'agit de mesurer. Pour construire sa stratégie, il faut mesurer son empreinte environnementale. Ça permet ainsi de définir des objectifs de réduction et de monitorer la façon dont on va chercher à atteindre ces objectifs de réduction d'empreinte environnementale. Ensuite, on va chercher à transformer son activité. Là, à ce moment-là, on est sur les alternatives vertes, les solutions d'alternatives vertes qu'on a d'ores et déjà commencé à soutenir via le premier dispositif. On va utiliser tout type d'innovation. On va développer des solutions qui se veulent structurantes et réplicables à l'échelle de toute une filière. Et France 2030 interviendra pour la partie développement de ces projets et non leur déploiement. Et enfin, ces solutions, il s'agit de les diffuser, parce que si on les crée, il faut qu'ensuite les dirigeants puissent s'en emparer, puissent se les approprier. Pour ce faire, ils ont besoin de monter en compétences et donc besoin d'outils de formation. Et donc, on ouvre également cette fois-ci, Alternative Verte 2, à des outils de formation continue qui s'adressent aux dirigeants en activité pour s'assurer qu'on ait une diffusion optimale des alternatives vertes que nous aurons soutenues dans le cadre de notre dispositif. Et enfin, pour finir, avant de passer la parole à la Caisse des dépôts, parce que maintenant, comme le disait Fabrice, on a lancé un certain nombre d'appels à projets. Et donc, on a un peu un retour d'expérience à vous faire sur quelles sont les choses importantes à mettre en avant si vous voulez construire un dispositif qui convient bien aux critères de France 2030.
Tout d'une part, dans le cadre d'Alternative Verte 2, on va attendre de vous des propositions qui se veulent décisives. Il ne s'agit pas d'être dans une petite amélioration, mais vraiment essayer d'avoir le projet le plus ambitieux en matière de réduction d'empreinte environnementale, et de montrer que vous vous adressez à une problématique essentielle et non couverte aujourd'hui par les solutions existantes. Pas que vous êtes juste une déclinaison de quelque chose qui existe déjà, mais que vraiment vous visez une problématique considérée comme non couverte jusqu'à présent. Deuxième point, l'effet de levier sur la transformation de la filière qui va être visé par votre projet. Combien de secteurs est-ce que vous cherchez à couvrir? Combien est-ce que de parties prenantes, de partenaires vont participer à votre projet? Quelle va être la diffusion de la solution soutenue? À combien de structures culturelles? Quelle est la taille du public cible que vous allez pouvoir viser grâce à votre solution? Et enfin, s'il vous plaît, soyez attentifs à garantir la viabilité du projet. Souvent, on a des candidatures qui nous arrivent qui sont très bien, mais dont on peine à voir la solidité économique de la proposition. Il faut toujours qu'il y ait un modèle économique, un plan de financement qui soit adossé à la solution que vous proposez. Et c'est ça qui va permettre au jury de s'assurer que s'il décide de vous soutenir, ça ne sera pas arroser du sable et à la fin du financement France 2030, on retombera à zéro. Non, il y aura un actif qui aura été créé, que vous pourrez valoriser, monétiser. Et donc, c'est une solution qui va se développer dans le temps, que nous chercherons à soutenir via France 2030. Et maintenant, pour rentrer un peu plus précisément dans l'action de la Banque des Territoires sur la transition écologique et la mise en œuvre du dispositif, je passe la parole à Maud Franca. Merci Sébastien. Bonjour à toutes et tous. Ravi de vous accueillir ici ce soir. Alors, je vais vous expliquer, avant de laisser la parole à Noémie qui va rentrer dans le vif du sujet sur vraiment l'appel à projet, juste quelques messages sur le rôle de la Caisse, que vous allez être amené à être au contact assez longuement, si en plus vous êtes retenu, puisque on a le lancement, mais après on fait tout le suivi aussi, donc ça peut nous amener à être ensemble assez longtemps. Alors, la Caisse des dépôts, juste pour rappel, est le premier pôle financier public au service des Français. On a aussi deux filiales que vous connaissez bien, co-détenues avec l'État, qui sont BPI France et La Poste. C'est un établissement qui est en appui des politiques publiques nationales et territoriales, et notamment aussi en appui des politiques publiques sur le climat, sur la réindustrialisation, sur la revitalisation des villes moyennes. Et également avec la Banque des Territoires, qui en son sein, on est un acteur majeur du développement territorial. On accompagne les collectivités et les partenaires, les acteurs publics territoriaux dans leurs enjeux de développement, mais aussi de transformation écologique, durable, digitale, en apportant des solutions clés en main innovantes, comme vous a présenté au tout début avec l'établissement du Hub. Donc aujourd'hui, on a développé évidemment la Caisse pour faire ses missions à un certain nombre d'expertises, expertise financière, expertise aussi métier dans la transition énergétique, écologique, numérique, mais également des expertises en ingénierie territoriale, puisqu'on a 15 directions régionales qui nous permettent en effet de gérer des montants importants, mais d'être au plus près des terrains. Et ça, c'est important parce que France 2030, ce sont des montants importants, mais c'est au plus près des acteurs territoriaux, et c'est vraiment pour tous les acteurs et pour les projets vraiment des territoires. C'est vrai qu'on a tendance à avoir des chiffres souvent très élevés, mais on est aussi capable de descendre très très bas sur l'ensemble des besoins des acteurs territoriaux. Donc la Banque des Territoires, elle est aussi un opérateur historique du programme des investissements d'avenir. Elle est aujourd'hui un des opérateurs de France 2030. On mobilise en effet l'ensemble de ces expertises pour les mandats qui nous sont confiés par l'État, notamment donc dans le cadre de France 2030 et du programme d'investissement dans les compétences. On a aujourd'hui donc sous gestion à peu près 10 milliards depuis le PIA 1, puisqu'on est sur ce programme depuis son lancement en 2010. Dans le secteur culturel, on est aussi un des opérateurs historiques en fait sur le champ culturel. On a commencé avec des actions qu'on a développées en 2010, où là il y avait des enjeux de numérisation des contenus, des collections. On a beaucoup travaillé avec des institutions publiques culturelles et des grands acteurs culturels aussi privés.
Ensuite, les enjeux ont évolué et en 2017, on a créé l'appel à manifestation d'intérêt culture, patrimoine et numérique qui va être donc poursuivi, qui est là de l'investissement, de l'intervention en fonds propres et quasi-fonds propres sur un enjeu qui était différent en 2017, puisque après avoir numérisé, l'enjeu était plutôt de valoriser ces actifs immatériels. Et justement, comment on peut valoriser des marques culturelles, comment on peut valoriser des savoir-faire, comment on peut, qu'ont les acteurs culturels ou aussi évidemment des actifs du patrimoine pour justement faire émerger de nouveaux marchés, des opportunités pour les acteurs culturels avec le développement des nouvelles technologies. Et possibilité aussi de trouver de nouvelles ressources financières pour les acteurs culturels. Donc ça, c'est 2017. Et maintenant, depuis 2021, c'est ce qu'a annoncé donc, Fabrice au tout début, c'est la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives du pays à 4. Et puis le plan France 2030. On a lancé depuis septembre 2021 cet appel à projet en direct. Et donc, vous voyez, on a aussi un certain nombre d'expériences et de retours d'expérience. Et on mobilise donc l'ensemble de nos expertises aussi sur la culture. Avec ça, c'est important. On a développé depuis 10 ans une équipe qui est complètement dédiée aux enjeux culturels. Il y a pas mal de personnes qui sont présentes ici et que vous pourrez rencontrer ensuite et avec qui ont des profils en même temps financiers, mais aussi qui viennent de la culture. Donc c'est pour ça qu'il y a une compréhension très forte de vos enjeux et aussi qui peuvent vous accompagner sur vos problématiques. Enfin, je vais juste vous dire qu'aussi la Caisse des dépôts, la transition énergétique est évidemment un enjeu majeur pour la Caisse des dépôts et on va être un acteur, on a décidé vraiment d'être un acteur majeur sur cette transition et de faire évidemment que nos financements soient un levier puissant pour la transition et l'atteinte des objectifs, les objectifs que se fixe aussi le gouvernement à horizon 2030 et 2050 sur les enjeux écologiques. Donc, aujourd'hui, ça va être 60 milliards qu'on va mobiliser d'ici 2024 à travers notre plan climat, en appui aussi des politiques nationales sur le climat, en favorisant aussi le développement de la biodiversité, et puis en créant un effet de levier sur l'ensemble de nos missions, que ce soit sur le logement social avec la rénovation énergétique des bâtiments, sur aussi la mobilité durable, sur le transport, puisqu'on a beaucoup de missions dans ce domaine-là, et puis évidemment auprès des acteurs publics territoriaux. Mais on pourra développer ensuite. Et juste vous dire que, avant de laisser la parole à Noémie, que France 2030, vous avez vu, c'est en effet tous ensemble sur des enjeux qui sont absolument majeurs. Et donc, c'est une opportunité de rejoindre une communauté d'acteurs engagés avec la volonté d'agir plus fort et plus vite au service du développement durable, en faisant de la filière ICC une filière exemplaire. C'est pas rien parce que ça veut dire que c'est quand même la Caisse des dépôts, le ministère de la Culture, le secrétariat général à l'investissement, toutes les collectivités, les acteurs publics, vous, tous ensemble se mettre en ordre de marche avec des actions, des synergies d'actions et de moyens pour répondre à ces enjeux majeurs qui sont devant nous et qui ne peuvent plus attendre. Voilà. Noémie, je te laisse maintenant détailler cet appel à projet. Eh bien, rentrons vraiment dans le vif de l'appel à projet Alternative Verte 2 et notamment donc les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. Tout d'abord, la fiche, la carte d'identité de ce dispositif qui s'inscrit encore une fois, dans la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives et dans cet axe qui vise à faire vraiment donc de la filière des ICC un acteur majeur de la transition écologique, de faire une filière exemplaire donc de ces processus de décarbonation à l'œuvre dans le pays. Et pour cela, donc, on a une enveloppe totale qui s'élève à 25 millions d'euros pour la deuxième édition d'Alternative Verte. Ces 25 millions, c'est donc un financement qui est important et qui prend acte de la mobilisation des acteurs culturels qu'on avait identifiés et appréciés pendant la première édition d'Alternative Verte 1 et qui montre aussi une volonté politique très forte pour accélérer la conversion écologique du secteur culturel. Donc, avec les 10 millions de la première édition, on est donc à une enveloppe globale de 35 millions qui montre vraiment donc la volonté politique sur ce sujet.
ce financement. Alors pour un projet, eh bien, un projet peut obtenir un soutien maximal de 2 millions d'euros. Là encore, on a augmenté le plafond. Alternative Verte 1, c'était 500 000 euros. 2 millions, c'est vraiment pour avoir des projets qui soient extrêmement structurants par rapport donc à la filière culturelle. 2 millions d'euros dans la limite de 50% du budget total TCC du projet, avec un taux bonifié qui atteint 70%, que ce soit pour les TPE ou les PME, et les associations en font partie, mais aussi pour les projets collectifs. J'ai inscrit collectivité, mais c'est aussi plus généralement des projets collectifs, et on verra cette importance aussi de faire des projets dans une dynamique partenariale. Donc un budget important pour vraiment avoir un effet de levier et soutenir les projets d'envergure. Le calendrier, eh bien, ce sont 3 vagues de retrait. La première, c'est donc pour une relève de la première vague le 29 septembre 2023. Pourquoi plusieurs vagues? Parce qu'on a vraiment envie que les projets les plus matures puissent rapidement entrer en phase opérationnelle et puis laisser le temps à d'autres de mûrir. Donc une deuxième vague le 29 mars 2024 et une troisième vague au 31 décembre 2024. Alors, un candidat qui aurait été recalé à la première vague peut tout à fait revoir sa copie et se représenter à la troisième vague, donc avec un projet encore consolidé. À qui s'adresse-t-il donc cet appel à projet? Eh bien, comme vous le disiez Fabrice et Patrick, tous les secteurs des industries culturelles et créatives sont concernés, de l'audiovisuel jusqu'à la presse, en passant aussi par la mode dans le volet créatif de son activité, la musique, etc. Donc vraiment tous les secteurs culturels. Également, ce dispositif s'adresse aussi bien à des acteurs publics que privés. On pourrait dire même que toutes les structures sont éligibles à cet appel à projet. Donc, ça peut être des établissements publics culturels, mais aussi des associations, des entreprises, et notamment des entreprises innovantes comme des startups, et notamment des startups de la green tech, mais pas seulement. Donc, voilà, c'est vraiment toutes sortes d'acteurs qui sont éligibles, une très grande ouverture. Et enfin, j'aimerais insister sur le fait que les dynamiques partenariales sont très fortement encouragées dans le cadre de France 2030, mais dans le cadre aussi de cet appel à projet. D'où la raison d'un taux bonifié aussi à 70%. Alors, un porteur de projet peut répondre seul, mais préférablement, bien sûr, avec d'autres acteurs, à la fois pour changer d'échelle et pour vraiment accélérer la transformation vertueuse des pratiques, et ce, sur tous les maillons de la chaîne de valeur. Et donc, il y a vraiment intérêt à penser en termes de solidarité de filières et à chercher une coopération avec donc les différents au sein d'un écosystème culturel. Également, il nous semble avec France 2030 que les acteurs culturels ont aussi intérêt à se rapprocher d'autres structures, à aller vers des acteurs qui ne sont pas forcément naturellement à leur côté. Et on encourage justement les rencontres entre des acteurs culturels et des entreprises ou des porteurs de projets qui apporteraient des solutions innovantes dans le secteur des mobilités, mais pas que. Donc il y a vraiment aussi cette idée d'encourager cette logique de fertilisation croisée. Et puis également, on encourage aussi, avec un regard très bienveillant, les rencontres entre les acteurs de la culture et les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, les projets qui sont attendus, eh bien, on revient donc sur donc ces 3 briques qui répondent vraiment à une logique, à une cohérence. Tout d'abord, mesurer, donc un volet qui concerne les outils de mesure de référence, mesure donc des émissions carbone, mais aussi de la biodiversité, de l'analyse du cycle de vie. Et ce qui est très important, c'est que ces outils de mesure soient fédératifs, c'est-à-dire qu'ils soient conçus, expérimentés avec des opérateurs culturels ou avec vraiment des référents dans le secteur culturel visé. Donc on ne va pas assister à une multiplication des outils de mesure, mais vraiment des outils de référence et fédératifs qui soient en accès libre et également qui ne soient pas concurrents de solutions déjà existantes.
Une fois que ces outils de mesure sont mis en place et seront priorisés également dans la première vague de l'appel à projet, eh bien, que les stratégies se mettent en place, eh bien, on s'intéresse aux alternatives vertes qui sont une alternative verte. Concrètement, c'est une solution de décarbonation au sens très large, de décarbonation des industries culturelles et créatives. Et on le verra dans les critères, il faut que ces solutions soient vraiment très structurantes. Encore une fois, c'est l'un des maîtres mots pour la filière, elle soit innovante, sachant que l'innovation n'est pas que technologique, mais peut être de modèle économique, d'organisation et généralisable. Et puis enfin, donc, il faut que ces outils et ces alternatives se diffusent via des dispositifs de formation continue. Alors pour chacun de ces projets, on a donc une enveloppe de financement. Je vous disais, c'est 25 millions pour l'ensemble des 3 vagues, 25 millions pour des projets d'envergure. Le montant minimum d'une subvention sera donc de 100 000 euros, avec, pour les outils de mesure, 50 000 euros. Donc, encore une fois, c'est des subventions qui sont très importantes, de 100 000 euros jusqu'à 2 millions, avec un budget minimum des projets déposés de 150 000 euros pour avoir, encore une fois, des projets véritablement ambitieux. Ces 150 000 euros donc, passent à 80 000 pour les outils de mesure. Parmi les dépenses éligibles, j'évoquais donc le 50% des dépenses engagées, dans l'idée d'avoir des cofinancements qui accompagnent le projet, avec ce taux bonifié, encore une fois, pour encourager soit les TPE et les PME ou bien les dynamiques partenariales. Et puis, qu'est-ce qui va être financé, qu'est-ce qui va être supporté par la subvention? Eh bien, ce sont toutes les dépenses de mise en œuvre du projet, à l'exception donc de la construction d'infrastructures bâties, mais toutes les dépenses et prioritairement les dépenses d'investissement, puisque vous l'avez compris, France 2030 intervient pour privilégier l'amorçage, l'expérimentation des projets. Donc ça peut être aussi bien des frais de personnel qui vont être recrutés ou mobilisés pour le projet, des prestations externes, donc des accompagnements notamment, des coûts liés à la stratégie écologique, etc. Les critères de sélection, alors, il y a 4 grandes familles de critères que vous retrouvez dans le cahier des charges qui sont liés à l'intérêt du projet, à la structuration du dossier, des critères environnementaux et des critères sociétaux. Ce que j'aimerais rappeler, vraiment pour insister, pour renforcer également ce qu'a dit Sébastien Thévenet, c'est que les critères les plus décisifs sont ceux qui ont trait d'une part à l'ambition du projet. L'ambition du projet dans ce qui va permettre vraiment d'une transformation écologique de la filière des industries culturelles et créatives. Et pour cela, eh bien, il faut en premier lieu, l'un des premiers critères, c'est que la problématique écologique adressée par le projet soit vraiment une problématique essentielle et pas annexe, on pourrait dire, et qu'elle soit innovante. Donc vraiment une problématique écologique essentielle. Et à cette problématique, eh bien, on va rapporter des objectifs. Il faut que cette ambition puisse être objectivée par à la fois des indicateurs cibles, quantitatifs et qualitatifs, qui permettent d'apprécier finalement vraiment la plus-value, l'impact écologique positif de votre projet. Alors à côté, j'ai mis la contribution à différents enjeux de transformation écologique, derrière lesquels vous reconnaissez peut-être donc les 6 objectifs de la taxonomie verte européenne, qui permet de savoir qu'est-ce qu'une activité verte et durable, et notamment donc on a l'atténuation du changement climatique, l'atténuation des pollutions, donc c'est tout ce qui va avoir lieu aussi aux mobilités et à la décarbonation, l'adaptation au changement climatique, l'utilisation durable de ressources et la participation, la transition à une écologie circulaire, et c'est les problématiques d'éco-conception typiquement, la protection et la restauration de la biodiversité des écosystèmes, et puis étendue du public formé. Donc, un projet ambitieux qui est objectivé par des indicateurs, mais également par une méthodologie. Sur cet appel à projet, on est extrêmement attentif à la méthodologie que vous allez proposer pour évaluer et optimiser votre impact environnemental bénéfique. Et puis, on va regarder quels sont les moyens que vous mettez en place pour atteindre ces objectifs, et si dans la conduite elle-même du projet, vous avez une conduite qui soit vertueuse. Donc, premier critère, c'est l'ambition du projet, une ambition objectivée pour la transition écologique. Deuxième critère, ça va être le fait que votre projet doit être structurant, fiable et généralisable
pour la filière des ICC. Alors, pour qu'il soit structurant, eh bien, on attend de vous un diagnostic préalable, une analyse de positionnement stratégique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'apporte votre projet par rapport à des besoins ou des manques identifiés ou par rapport à une solution de référence. Donc, vous devez déjà faire l'état donc des lieux. Après ce diagnostic, pour avoir vraiment un projet qui soit structurant, eh bien, c'est là qu'interviennent les dynamiques partenariales en s'appuyant sur une consultation ou sur l'adhésion de plusieurs partenaires ou et en faisant intervenir des partenaires dans ce projet. Et c'est le cas des différents projets d'Alternative Verte 1 que vous a présenté Sébastien Thévenet tout à l'heure. Et puis, ce projet sera réplicable, c'est-à-dire généralisable ou mutualisable pour d'autres acteurs, pour un écosystème culturel. Et donc, ce projet aura un effet de levier pour justement précipiter cette conversion écologique de la filière. Tout ça, ce caractère structurant implique implicitement que les projets qui auraient un caractère trop isolé, une portée trop réduite, qui ne bénéficieraient qu'à un nombre réduit d'acteurs, eh bien ces projets ne seront pas éligibles dans le cas de l'examen des candidatures. Et puis, il faut, et c'est le troisième critère, vraiment que ce projet puisse être pérenne dans le temps, au-delà des financements France 2030. Et pour cela, eh bien, on est attentif au modèle économique que vous allez nous proposer. Est-ce que le projet peut dégager des ressources propres et quels sont les cofinancements que vous allez envisager. Donc voilà les trois les critères vraiment à avoir à l'esprit et donc les questions qui répondent aux questions que présentait Sébastien Thévenet. Alors très concrètement, vous êtes porteur de projet, vous avez une solution à nous proposer. Eh bien, c'est en 3 étapes. La première étape, c'est bien sûr la consultation du cahier des charges que vous pouvez télécharger sur le site de la Banque des Territoires. Et ensuite, vous inscrire sur la plateforme qui va collecter les candidatures, qui est Démarche simplifiée, et sur laquelle vous allez télécharger votre dossier de candidature et notamment toutes les pièces et les modèles de documents à fournir. Et enfin, vous déposez votre dossier. Donc, les dossiers peuvent être déposés tout au fil de l'eau jusqu'au 31 décembre 2024, sachant que la prochaine relève, la première de ce nouvel appel à projet, sera le 29 septembre. Rapidement, avant de passer aux questions, parce que c'est aussi l'enjeu de cette présentation, les projets vont être sélectionnés en différentes étapes. Il y a une phase d'éligibilité, d'instruction des projets assurée par la Banque des Territoires, mais en lien avec le ministère et le SGPI, où on vérifie l'éligibilité des dossiers, la complétude des dossiers, vraiment voir qui rentrent dans les objectifs. Et puis, les dossiers sont ensuite transmis à notre comité de sélection. Et c'est vraiment des personnalités qualifiés, des experts indépendants qui examinent vos dossiers, qui se réunissent avec des échanges qui sont souvent passionnants pour ensuite faire une proposition de liste de lauréats et pour faire des auditions. Donc, deuxième moment, c'est celui des auditions des projets qui ont été retenus, qui ont passé l'éligibilité en février 2024. Et puis, en mars, cette liste de lauréats ainsi que les montants arrêtés sera présentée dans un comité de pilotage interministériel et enfin validé par la Première ministre. C'est à ce moment-là qu'on annonce les lauréats. On sera à la fin du mois de mars 2024, au moment à peu près de la relève de la deuxième vague. Donc voilà pour ceux qui déposeraient leur projet pour le 29 septembre. Je vous présente également d'autres dispositifs Culture France 2030 qui sont actuellement ouverts. Vous pourrez facilement retrouver à la fois les cahiers des charges. Actuellement, nous avons Solutions de billetterie innovantes et vous pourrez assister au webinaire au même endroit, au Hub des Territoires, le vendredi 30 juin à 16h30, mais aussi compétences et métiers d'avenir. Si vous avez un projet de formation continue, il peut adresser également compétences et métiers d'avenir et on verra quel est le guichet auquel il répond le mieux. Et également en cours, pôles territoriaux d'industrie culturelle et créative, sachant que les projets sont en cours.
Donc, dès à présent, je vous propose donc de passer aux questions des participants, à la fois en salle et sur le chat. Donc, actuellement, pas de questions sur le chat, mais peut-être parmi ceux présents, vous avez donc des questions. Alors, tu as un micro, très bien. Okay. Par rapport à l'outil de mesure, c'était précisé libre accès. Qu'est-ce que vous entendez par libre accès? Ça doit être open source, puisque ça peut avoir une incidence du coup sur le business model ensuite. C'est à moi de répondre? Ah ouais. On a vu, en fait, on a déjà dans d'autres dans un autre cadre, je peux le citer, c'est celui du cinéma. Il y a des outils de mesure qui ont été mis en place à la demande, à l'initiative du Centre national du cinéma pour la production audiovisuelle, la production de films et de séries. Et donc, c'est des calculateurs carbone sur la production d'un film, d'une série. Ils sont effectivement open source, en source ouverte. Mais ce qui est payant, c'est l'accompagnement et la méthodologie pour progresser, mettre en œuvre, etc. Donc, il y a on peut très bien imaginer des modèles d'affaires, des business models qui soient rentables, qui tournent, sans que l'outil de mesure lui-même soit payant. Donc, de notre point de vue, c'est pas limitatif. Et effectivement, de manière générale, on a besoin d'instruments de mesure. Pour compléter, on n'a pas besoin de tout mesurer tout le temps, mais on sait qu'il y a certaines étapes de mesure ou d'analyse de cycle de vie parfois, si on veut élargir le raisonnement, où on a besoin comme ça d'avoir un prisme d'analyse. On peut le mettre en source ouverte et puis il faut réfléchir effectivement comment rentabiliser cela autour. Et ça nous semble faisable, ne serait-ce parce qu'on peut s'appuyer sur du travail, des méthodologies, de la donnée, qui est déjà accessible. La donnée des impacts carbone, des différents types d'activités, c'est déjà, l'ADEME a déjà mis à disposition énormément de données librement, par exemple. Tout à fait, c'est pour garantir en fait un déploiement le plus large possible, hein, surtout, puisqu'il ne faut pas que le coût soit un frein, et c'est tout l'intérêt évidemment de la subvention publique aussi. Alors, on vous écoute. Moi, j'ai volé le micro. Bonjour, je suis Cyril Bartet de Profil Culture. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a un moyen de se mettre en contact avec toutes les personnes qui assistent à ce séminaire, ici ou en ligne, puisque je crois qu'il est attendu qu'on ait des dossiers plutôt en mode consortium et qu'on a plus intérêt à travailler ensemble et au moins à se mettre en relation. Est-ce qu'il y a quelque chose, une plateforme, une liste des participants ? Alors, cette liste me semble délicate à établir pour des questions donc de protection des données de RGPD, mais néanmoins, on peut aussi en discuter par rapport aux acteurs avec lesquels vous voulez monter un projet pour opérer ce rapprochement. Mais donc, transmettre une liste... Alors, effectivement... je suis le point d'entrée pour tout porteur de projet. Donc, le point d'entrée de vos questions et de vos demandes. Donc, vous avez mon adresse noémie.joly@casedepot.fr ou également une adresse générique PIA4culture-cdc@casedepot.fr. Merci. Et j'ai une seconde question. Alors là, c'est plus précisément sur un projet de formation, une plateforme de formation. Parmi les dépenses éligibles, il y a, j'imagine, nécessairement le coût de conception de cette plateforme. Mais qu'en est-il des modules de formation? Est-ce qu'il faut absolument qu'ils proviennent des membres du consortium? Ou est-ce qu'on peut considérer qu'une fois la plateforme existante, il y a des organismes, des formateurs qui pourraient venir déposer leur formation? Et le cas échéant, est-ce qu'elles peuvent être prises en compte, le coût de cette conception dans... Est-ce qu'on peut présenter une sorte d'enveloppe qu'on viendrait à dépenser auprès de ces formateurs? La philosophie générale de tous nos appels à projets, c'est en général on va vous soutenir pour constituer un actif et ensuite les coûts de fonctionnement, vous allez les assumer vous grâce à vos cofinanceurs. Donc on va plutôt vous aider sur l'investissement pour la plateforme.
Maintenant, si vous avez besoin pour démontrer que la plateforme fonctionne, d'en faire un cas d'usage et d'avoir quelques modules de formation, à ce moment-là, dans un nombre limité, mais vraiment pour, en tant que démonstrateur en fait, de votre solution, il pourrait être intégré à votre budget et il pourrait être soutenu. Mais il faut vraiment être capable de souligner que c'est un démonstrateur, que c'est ponctuel, mais qu'ensuite l'exhaustivité de tous les modules que vous voulez développer vont pouvoir être couverts par des coûts, donc vous serez capable de soutenir vous-même ou avec vos cofinanceurs. D'accord, et donc dans ces cas-là, il vaut mieux que les structures qui seraient amenées à faire ces formations pilotes soient parties au consortium, ou que ce soit nous, porteurs de projets, qui les produisions. Ça montre un intérêt particulier, mais ce n'est pas une obligation formelle. D'accord, merci beaucoup. Alors, une question en ligne. D'abord une en ligne, et puis on repasse la parole à la salle, si ça te va. Alors, parmi les questions en ligne, on a une question sur le cumul des financements. Est-ce qu'il est possible de cumuler un financement alternative verte et pôles territoriaux? Oui, enfin ça c'est on l'a assez souvent. Comme on vous le dit, vous pouvez cumuler les aides. Il faut que les projets soient différents. Évidemment, il ne faut pas qu'on finance 2 fois les mêmes choses. Donc c'est ça surtout le principe. Oui, c'est a priori des logiques assez différentes quand même, parce que pôles territoriaux, on est dans la fédération d'acteurs autour d'une thématique ou d'une verticale particulière. Donc voilà, le principe en effet, c'est qu'on n'aura pas plusieurs guichets pour financer la même dépense, et par ailleurs, tout ça est soumis au plafonnement des aides communautaires. Donc c'est pas un millefeuille, qui s'ajoute sans fin. Comme on agit justement, on a l'ensemble de ces dispositifs, on peut agir en effet, je vois l'intérêt, en même temps sur la structuration de l'écosystème, en même temps sur le développement des solutions, la structuration des filières, et puis le développement des usages et la formation, le développement des talents. Donc c'est vrai qu'on a l'ensemble de ces, finalement, de ces leviers sur lesquels il faut avancer en même temps. Et donc il peut y avoir en effet des acteurs qui peuvent être présents dans les 2 appels à projets. Mais voilà, ce ne sera pas les mêmes dépenses. Voilà, ça ne sera pas les mêmes dépenses. Et ça sera aussi, par contre, intéressant de montrer la complémentarité de vos actions, parce qu'elles ont d'autant plus d'impact qu'elles seront en effet coordonnées et structurées. Bonjour à tous, moi je m'appelle Louise Swistek, je travaille chez Signoco. J'avais 3 questions, mais les réponses devraient être courtes, mais j'en profite, j'ai le micro. Les 2 premières, c'est plutôt une question de comment catégoriser notre projet. En regardant rapidement démarche simplifiée en amont de la réunion, j'ai vu qu'on devait d'abord choisir dans quel type d'industrie culturelle et créative le projet s'inscrit. Est-ce que c'est possible d'imaginer des projets qui justement vont pas seulement s'adresser à la musique ou au cinéma, mais à l'ensemble, voire typiquement à tous les établissements culturels recevant du public, puisque nous, on travaille dans les tiers-lieux culturels, donc ça toucherait à la fois des salles de spectacle, de concerts, des théâtres, etc. Donc, je ne peux pas cocher quelque chose, mais me dire que je vais aller vraiment toucher une large partie des ICC. La deuxième question... Alors, très rapidement sur celle-ci, effectivement, il me semble qu'il y a une case autre, mais c'est vraiment pour faciliter le dépouillage des candidatures avant d'étudier les dossiers. Donc, c'est possible de se dire... Très bien. Le deuxième point qui rejoint un peu ça, c'est vous nous avez présenté donc 3 grands types d'actions, outils de mesure, alternatives vertes et plutôt de la formation. Est-ce qu'on peut imaginer aussi d'aller sur des outils de mesure qui ensuite vont être déployés par de la formation, de pouvoir s'inscrire dans plusieurs thématiques? Même réponse, c'est vraiment pour faciliter au départ donc l'organisation des dossiers. Mais voilà, souvent il y aura une thématique peut-être prioritaire, mais voilà, ça ne doit pas être un obstacle à votre candidature. Et troisième question, c'est plutôt sur le... Pardon, non. Un des exemples qui a été donné de Alternative Verte 1, qui est le projet Déclic porté par le SMA et la FEDELIMA, c'est typiquement ça. Ils font de la mesure puisqu'ils font un référentiel carbone, donc il faut un peu de mesure carbone pour voir ce qui se passe. Et après, ils sont dans une démarche d'accompagnement, de formation, de faire émerger des modèles différents de live musical. Donc c'est vraiment cette logique.
Et sur la dernière question, c'était plutôt sur le cofinancement. J'imagine qu'évidemment les financements de partenaires sont valorisés, mais est-ce que l'autofinancement des membres du consortium sont aussi possibles en cofinancement, que ce soit en numéraire ou en apport enfin, vous avez évoqué l'apport en industrie. Oui, en particulier s'il y a un consortium, il y a quand même plusieurs partenaires, donc il y a cette idée de la mise en commun, donc en effet c'est tout à fait intégrable. Après, le principe du cofinancement, c'est que vous êtes capable aussi d'intéresser d'autres financeurs, donc ça vient consolider votre dossier, mais ce n'est pas une condition nécessaire. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'avais deux questions, une plus d'ordre stratégique et la deuxième plus technique. Donc, Carolina Maramova de l'Institut national des métiers d'art. Vous évoquiez beaucoup la notion de transversalité, de diversité. Je voudrais savoir si un projet qui se situe à la confluence des métiers d'art en particulier, mais des entreprises du patrimoine vivant en général, pourrait s'inscrire, à votre sens, dans cette démarche transversale, dans la mesure où il y a plus 281 métiers d'art, mais que les entreprises du patrimoine vivant ne touchent pas nécessairement que les métiers d'art, comme vous le savez. Ça, c'est la première question. Quand on dit volonté transversale, ça ne veut pas dire qu'on refuse de financer des dispositifs qui, eux, seraient sectorisés à l'intérieur des 14 secteurs que j'évoquais. Donc, il n'y a aucune difficulté à présenter un dossier sur un champ particulier de ces 14 dossiers. On imagine d'ailleurs que pour le calculateur carbone, ce sera plutôt pertinent que ce soit adapté à chaque filière, pour le coup. D'accord, très bien. Très bien. Et la deuxième question, elle est plus d'ordre technique. En consultant le cahier des charges, je voulais... Non, c'est simplement sur la note technique, sur la lettre technique, je ne sais pas exactement comment on l'appelle, mais y a-t-il un maximum de pages à délivrer ? Parce que ce n'était pas précisé. Alors, ne soyez pas trop long. Non, je pense que c'est peut-être dans le dossier de candidature. Et la note, effectivement, doit faire 10 pages maximum. Et vous n'êtes pas obligé de faire 10 pages. Ni en police 9, intervalle, sans intervalle. Voilà. Bon, très clair. Soyez synthétique, vraiment. Merci. Là, c'est bon. Donc bonjour, je suis Philippe, je m'occupe de Wart, qui est une app mobile qui pousse les arts visuels. Ma question est la suivante, une question de compréhension et de curiosité à la fois. Vous indiquiez qu'il y avait une première sélection par un comité d'experts indépendants. La question que j'avais, c'était combien d'experts? Et bien sûr, sans donner de nom, quel est le profil type d'un expert au sein du comité? Alors, ce n'est pas encore défini, donc on ne peut pas répondre à votre question. Vous pouvez vous référer aux précédentes listes qui ont pu être publiées. Ça dépend vraiment des champs. Donc, on essaie à la fois d'avoir des experts des champs sectoriels et des experts transverses des questions écologiques. Je crois que la liste des experts d'Alternative Verte, elle a été publiée, me semble-t-il. Vous pourrez vous y référer. Mais en tout cas, il y a une approche un peu matricielle, on va dire, à la fois des experts, parfois issus de collectifs qui réfléchissent à ces questions environnementales, parfois de gens qui sont dédiés à la réflexion dans un champ spécifique. Donc on essaie de croiser une expertise développement durable, une expertise métier dans le dossier. La présidence d'Alternative Verte 1 a été confiée à Monique Barbarou, qui est une prédécesseure de Patrick, une ancienne haut fonctionnaire au développement durable du ministère, qui a eu une carrière dans beaucoup d'institutions et qui nous a fait profiter de cette expérience justement. Mais il y avait des spécialistes du cinéma, de l'audiovisuel, après c'est très varié comme champ d'expertise et on essaie aussi de croiser avec la logique territoriale pour essayer de sortir de la muraille de Philippe Auguste. Un juste équilibre et on essaye évidemment aussi d'avoir des gens qui n'ont pas de conflit d'intérêts. C'est ce qui est souvent le plus difficile. Mais voilà, on arrive à faire cet exercice assez bien généralement. Et on essaie aussi d'avoir un jury paritaire dans les multiples critères et aussi d'avoir des personnes qui nous apportent un regard de l'étranger pour ne pas rester dans l'entre-soi français. Et,
C'est souvent très riche d'ailleurs avec les apports qu'ils ont aux discussions et aux échanges. Alors, une question posée en ligne sur le domaine de l'architecture. Donc, pour ce qui est de ce domaine, la personne se demande donc la non-éligibilité des dépenses pour les constructions bâties rend, selon cette personne, l'appel à projet peu adapté au domaine. Est-ce que vous pourriez donner des exemples de projets non bâtis dans le domaine architectural qui seraient attendus ou éligibles? On peut le faire à plusieurs, mais bon, je pense que c'est typiquement l'architecture, nous semble-t-il, un domaine où il y a énormément enfin, on peut vraiment aller dans toutes les directions de l'innovation. Je vais prendre quelques exemples. À cheval entre l'architecture et le patrimoine, on a une vraie question de matériaux. Si on veut faire de la rénovation thermique du bâti ancien ou réhabilitation du patrimoine bâti, on a des vrais enjeux de développement de matériaux qui soient à la fois performants et respectueux de la protection patrimoniale ou des caractéristiques du bâti ancien. On a des vrais enjeux d'innovation sur les outils. On a parlé de bilan carbone, analyse de cycle de vie, des outils d'analyse qui permettent de dire tel projet a des qualités écologiques meilleures que tel autre. Des outils de conception, l'intégration dans les outils de conception tels qu'ils existent aujourd'hui dans l'architecture de ces enjeux de transition écologique, typiquement ça a sa place. Il me semble, mais c'est peut-être Sébastien qui pourra préciser, est-ce qu'on n'est pas parfois à la lisière du démonstrateur, c'est-à-dire faire les démonstrations en construisant que telle méthode ou tel usage, telle organisation, donc qui peuvent être de l'innovation dans l'usage, dans la méthode, dans l'organisation architecturale, contribuer à la transition écologique. Peut-être que là, on est à la lisière, mais plus sur la logique de démonstrateur. Mais je pense vraiment que c'est un champ, et formation, bien sûr, je ne l'ai pas mentionné, mais formation, il y a beaucoup à faire en matière de transition écologique, de formation à la transition écologique dans le champ de l'architecture, en formation continue. Ça, c'est l'évidence. Après, ça peut être complémentaire avec d'autres outils financiers qui existent déjà sur le développement durable, notamment de la Caisse des dépôts, sur la rénovation énergétique des bâtiments, etc. Donc, on pourra aussi regarder de notre côté tous les outils financiers qui viennent en complément et qui peuvent répondre du coup à cet aspect plus rénovation des bâtiments ou du bâti. Bonjour, merci pour cette présentation. Florence Valabrec de l'Académie Fratellini. Je voulais donc vous poser une question sur les partenariats. Peuvent-ils être internationaux? Parce que l'Académie fait partie d'un grand réseau qui s'appelle la FEDEC et qui travaille donc avec tous les cirques du monde. Alors, ils peuvent être internationaux, mais on ne pourra pas les financer s'ils ne sont pas français ou avec des établissements européens installés en France. Typiquement, dans le projet qu'on a évoqué tout à l'heure de l'éco-conception des décors d'opéra, il y avait un partenaire belge, l'Opéra Royal de la Monnaie à Bruxelles. On n'a pas pu aider la partie des dépenses qui était chez eux dans le projet. On a pu aider que les partenaires français du programme, mais en revanche, on n'interdit pas qu'une démarche plus large avec d'autres partenaires existe. Simplement, voilà, dans les bases éligibles, nous, on ne pourra pas retenir de dépenses qui ne sont pas sur des partenaires situés sur le sol national, parce que l'objectif global de France 2030, c'est quand même aussi d'injecter de l'investissement et de la croissance dans notre pays. On prend peut-être une dernière question en ligne, et puis on discutera tout à l'heure, mais en ligne, donc Inès. Alors, concernant la formation, la personne insiste sur le fait que vous avez parlé de la formation aux professionnels des secteurs culturels. Est-ce qu'un projet qui prévoit un dispositif de formation vis-à-vis d'un public non professionnel pourrait être éligible pour des formations dans le domaine scolaire, par exemple? Alors là, ce qu'on visait, c'était vraiment les dirigeants en activité. C'est la question de la diffusion aux alternatives vertes. Ensuite, Noémie a cité un autre dispositif, a émis compétences et métiers d'avenir, qu'il avait plus spécifiquement dédié à la formation au sens large, pas uniquement dans le domaine de la transition écologique, et qui sera probablement plus adapté, je pense, pour un projet de ce type. C'est un dispositif transversal de France 2030, l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, et qui depuis
depuis quelques jours, est ouvert désormais sans qu'il y ait de vague pour ce dispositif-là, à l'inverse de ce qu'on a présenté là. C'est-à-dire lorsqu'un projet est présenté, il peut venir présenter un résumé exécutif, on va dire, de son projet avant d'être analysé et éventuellement d'aller plus loin ensuite si le résumé exécutif a été convaincant. C'est un des nouveaux dispositifs. Aussi, ce qui est, on essaye de réorienter les projets. Si on voit que, par exemple, vous avez déposé un projet Alternative Verte 2, mais qu'en fait, ça s'oriente davantage vers CM1, on va évidemment vous aider à réorienter aussi, faire la réorientation vers les bons guichets. Donc, voilà. Très bien. Je vous propose de conclure, il est 18h30, donc s'il y a d'autres questions en ligne, on pourra y répondre. Enfin, vous avez le numéro l'email auquel les adresser, et je laisse le mot de la fin à Fabrice Casadebé. Merci Noémie et merci encore à la Caisse des dépôts pour son accueil au Hub des territoires ce soir. Je serai très court, juste pour dire qu'il n'y a jamais eu autant d'argent consacré à la transition écologique de la culture mobilisée par l'État, que c'est une chance très grande, en même temps que ça nous oblige tous, de ce côté-ci du webinaire et de l'autre côté. Donc on souhaite vraiment qu'il y ait de très nombreux et beaux projets qui soient déposés le 29 septembre. À vous de vous saisir maintenant de ces crédits. Merci à tous.